Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de mai et comme le mois dernier, j'ai décidé cette fois-ci de classer les livres en fonction de si je suis susceptible ou pas d'aller relire des livres de ces auteurs. Donc en premier, on aura tous les livres qui ne m'ont pas assez convaincu pour que j'ai envie de donner des secondes chances aux auteurs et à la fin, les livres où j'irai directement acheter les prochains ouvrages. On commence directement avec une romance qui n'a pas su me convaincre. Alors, pour le coup, je pense vraiment pas que ce soit le livre qui est mauvais, je pense que c'est ces tropes qui n'étaient pas faits pour moi. Puisque dans celui-ci, on y suit, à la base moi je pensais que c'était du fake dating, c'est du fake dating, mais le trope le plus important on va dire c'est le Friends to Lovers. Friends to Lovers c'est un trope que j'aime bien, sauf quand ils sont déjà tous les deux in love l'un de l'autre dès le début, et du coup c'est juste du miscommunication pendant tout le livre. Là c'était le cas avec celui-ci, on y suit le personnage de Brie qui est prof de danse classique et qui est amoureuse de son meilleur ami Nathan depuis qu'elle l'a rencontré en fait, hein. Ça fait des années qu'elle est amoureuse de lui, et on y suit à côté le personnage de Nathan qui est donc joueur de football américain dans une grande équipe de Los Angeles qui se qualifie régulièrement pour le Super Bowl, et lui aussi est amoureux de Brie. Donc voilà, ils s'aiment tous les deux mais ils refusent de se le dire, et toute l'intrigue ça va être qu'ils vont se retrouver à devoir faire du fake dating et on va voir ensuite sur quoi ça émerge. Mais j'ai vraiment eu un problème, alors déjà avec tout ce qui est le miscommunication, parce que pour moi, dès le début, ça se voit comme le nez au milieu de la figure dans le comportement des personnages, dans leurs actions, qui sont amoureux l'un de l'autre, et donc la preuve c'est que tout le monde autour d'eux est au courant, c'est plus qu'obvious, et je trouve que ça rend la chose pas très crédible. En plus de ça, j'ai vraiment eu un souci avec les personnages, y compris le personnage, enfin surtout le personnage de Brie que j'ai trouvé absolument insupportable. Je la trouve extrêmement cringe, et en fait le problème avec le livre pour moi c'était qu'il se voulait un peu, vous savez, cute et quirky, mais c'était juste cringe pour moi parce que les personnages sont censés avoir une trentaine d'années et ils se comportent comme des enfants, ils parlent comme des enfants à certains moments, et vraiment c'était... Je sais pas, moi ça m'a complètement sorti de ma lecture et ça me faisait, vous savez, serrer les dents. J'ai eu aucun moment où j'étais en mode c'est mignon. À l'inverse, j'étais plus cringe les trois quarts du temps. Et en plus de ça, je trouve que Brie, elle a vraiment une vibe de pick me, c'est-à-dire que c'est le genre de nana qui est tout le temps en mode à un moment il y a une soirée, elle va être là, oui mais moi vous savez, moi je suis en jean alors que toutes les autres nanas sont en tenue de soirée, mais je ne changerai pas parce que moi j'aime bien être en jean. Vraiment en mode oui mais moi je suis différente. Et pareil, elle dit qu'elle est complètement oblivious au fait que Nathan la soit amoureux d'elle, mais elle est en mode il me choisira toujours par rapport à ses meufs en fait. Donc un mec qui te choisira toujours, toi fille, par rapport à ses copines, peut-être il y a une couille dans le potage. Et elle sait ça, mais elle ne percute pas. Et rien que ça, pour moi, ça montre qu'il y a un problème de crédibilité. Et puis voilà, après j'ai jamais réussi à être vraiment investie dans leur romance. Pas dans le sens où j'y croyais pas, parce que pour le coup je croyais au fait qu'ils étaient amoureux de l'un de l'autre, ça c'était bien fait, les sentiments qu'ils avaient l'un pour l'autre, c'était complètement crédible. Par contre, à aucun moment j'avais envie qu'ils soient ensemble, ou j'étais en mode I'm rooting for them ou quelque chose comme ça quoi. Pour ce qui est des points positifs, parce qu'il y a quand même des trucs que j'ai bien aimés, je trouve que ça se lit tout seul. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est le genre de romance qui se dévore. Et j'ai aussi beaucoup aimé le groupe d'amis de Nathan, qui était trop mignon, vraiment son groupe de potes, c'était trop bien. Les scènes qu'il y avait, c'était mes scènes préférées. Ah, et dernier truc par contre, dans ce que j'ai pas aimé aussi, j'ai trouvé que ça manquait d'intrigue en dehors de la romance. Alors certes, c'est une romance, mais les romances, en tout cas que moi j'aime, c'est pour ça que je dis que pour le coup c'est très subjectif le fait que j'ai pas aimé ce livre-ci, c'est que moi il me faut autre chose en fait, il me faut autre chose que juste l'histoire d'amour entre les deux personnages, même si ça peut rester le focus principal. Je sais que ce que j'aime dans les livres d'Emily Henry notamment, c'est qu'il y a aussi autre chose derrière, que ce soit sur le développement des personnages ou même juste une petite intrigue en fond. Et là c'est ce qui m'a manqué, c'est que vraiment tout reposait sur les deux persos qui en plus moi me tapaient très souvent sur le système. J'ai vraiment pas eu beaucoup de livres que j'ai pas aimé ce mois-ci, donc là les prochains livres que je vais vous montrer sont déjà des livres d'auteurs que je pourrais racheter juste. Dans tous ceux que j'ai lus, c'est ceux que je suis le moins susceptible d'aller relire. Et on a la BD Bâtarde de Zeus de Agnès Maupré, qui était vraiment très sympa. J'ai adoré les dessins, les couleurs. Je vais vous montrer quelques planches. J'ai trouvé ça très joli, j'ai adoré le style, et j'ai trouvé l'histoire assez sympa, puisqu'on y suit, comme le dit le titre, des bâtardes de Zeus, bâtard et bâtarde.
Donc ces deux jeunes filles qui sont toutes les deux des enfants de Zeus et qui ont été un peu abandonnées par ce père qui n'a jamais été présent, et donc elles vont décider d'aller lui demander des comptes, en fait, d'aller lui dire que il est grand temps qu'il reconnaisse ses enfants et surtout qu'il arrête de semer des bâtards et des bâtardes un peu partout. Donc elles vont essayer d'aller trouver le chemin de l'Olympe et sur leur route de regrouper un maximum d'autres bâtards et bâtardes. Et j'ai bien aimé, j'ai pas été transcendée, mais j'ai aimé le concept et le message qui est véhiculé par le livre et qui est bien évidemment tout ce qui tourne autour de la found family. On peut se créer la famille que l'on souhaite et voilà, c'est parfois plus important de s'entourer de personnes que l'on choisit que les personnes qui nous sont entre guillemets imposées par la vie, entre grosses guillemets. Voilà, par contre j'ai pas été plus attachée que ça aux deux personnages, mais j'ai trouvé ça cool et puis voilà, ça retrace l'histoire de plusieurs personnages qu'on connaît de la mythologie grecque, donc c'était assez sympa. Ensuite, j'ai lu Terrible de Gaël Henry, l'enfant, la jeune fille et la sorcière, qui est, alors c'est pas un retelling de Baba Yaga, mais c'est une histoire qui vient incorporer le personnage de Baba Yaga à l'intérieur, puisqu'on y suit cette jeune fille qui se retrouve un petit peu obligée de garder son petit frère, mais elle a pas vraiment envie, donc elle se retrouve à aller aux abords d'une grotte avec son petit copain, et il y a son petit frère, mais elle est en mode va-t'en, va faire autre chose, pour qu'on puisse faire nos petites affaires entre guillemets, sauf qu'elle va voir son frère passer au-dessus d'une grille et rentrer dans une grotte, donc elle va décider de le suivre et ils vont se retrouver un petit peu tous les deux dans une sorte de pays magique mais assez sombre et elle va essayer de retrouver son petit frère dont elle a perdu la trace et pour ça elle va tomber sur pas mal de personnages plus intrigants et plus sombres les uns que les autres. Si j'ai pas eu un énorme coup de cœur pour l'intrigue entre guillemets, j'ai adoré le plot twist final que j'ai trouvé vraiment très très cool, je m'y attendais pas et j'ai trouvé que ça donnait une dimension très intéressante à toute l'intrigue et ça donne envie de le relire pour mieux voir certaines choses. Voilà, j'ai trouvé cool pour ça, le reste m'a pas assez plu pour que ce soit un coup de cœur. Ensuite, j'ai mis Les Chroniques de Spiderwick, le tome 3 de Holly Black et Tony Dieter Lizzie, donc le secret de Lucinda, qui est voilà le dernier, c'est pas le dernier tome, mais c'est le dernier tome des 3 tomes en édition collector sortis par Pocket Jeunesse, donc il y en a plus et je pense qu'ils en ressortiront en collector dans les mois ou les années à venir. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, voilà, le tome 3 m'a autant plu que les deux autres, ça se lit tout seul, les illustrations sont vraiment très sympas, je trouve que ça c'est un plus, surtout sur des livres jeunesse comme ça, d'avoir autant d'illustrations. C'est hyper agréable à lire parce que c'est de la jeunesse et en plus c'est écrit gros donc c'est vraiment un format qui se lit tout seul. Je l'ai mis bas dans le classement on va dire tout simplement parce que les livres de Holly Black, en tout cas en adulte et en young adulte, sont des livres qui m'ont assez déçue récemment, donc c'est pour ça que je l'ai mis bas même si j'ai beaucoup aimé le livre. Et donc on y suit 3 frères et sœurs dans celui-ci qui s'appellent Mallory, Simon et Jared qui se retrouvent à déménager dans la maison de leur grande-tante Lucinda, je crois, et ils vont tomber sur le guide d'Arthur Spiderwick qui est un guide sur les créatures magiques, sauf que ce guide-là, même s'il leur apporte une connaissance assez sympa on va dire sur les créatures magiques, fait aussi venir ces dites créatures dans leur maison et leur jouer des mauvais tours, donc voilà, on va suivre leur mésaventure. Après, on a lu avec mon copain, on s'est fait une petite lecture commune sur celui-ci, Inconnu à cette adresse, de Catherine Cressman Taylor, j'espère que je l'ai lu dans le bon sens, oui je crois que c'est ça, oui c'est ça. Et c'est un livre, alors à la base, ce qui est très intéressant avec ce livre-là, c'est qu'il a été écrit avant la Seconde Guerre mondiale, mais qu'il est très visionnaire sur ce qui va se passer en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est ça qui en fait aussi une lecture très intéressante. On y suit donc 2 Allemands, l'un qui est juif, l'autre non, et leur amitié semble indéfectible. Ils s'expatrient pour fonder ensemble une galerie d'art en Californie, mais en 1932, Martin rentre en Allemagne. Et au fil de leurs échanges épistolaires, Max devient le témoin impuissant d'une contamination morale sournoise et terrifiante. Martin semble peu à peu gagné par l'idéologie du Troisième Reich. Le sentiment de trahison est immense, la tragédie ne fait que commencer, et donc c'était très intéressant de voir à travers cet échange de lettres la manière dont on peut se faire conditionner par ce genre d'idéologie et aussi la manière dont Max se retrouve impuissant et assiste à ça, à la transformation entre guillemets de son meilleur ami à distance, et sachant qu'en plus étant juif c'est quelque chose qui l'impacte encore plus. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé, et effectivement quand on sait qu'il a été publié, je crois il est sorti en 1934, on se dit qu'il avait prédit beaucoup de choses. 1938, ouais, il a été publié en 1938. Après j'ai lu 9ème sur la liste, Sera-t-elle la dernière de Natasha Friend. Je l'avais lu dans le cadre d'une vidéo que j'ai sortie avec les éditions Bayard et ça a été une très bonne surprise puisque c'est un thriller féministe young adulte qui vient
toucher au sujet, alors ça touche à plein de sujets, trigger warning, ça touche donc notamment aux agressions sexuelles, ça touche aux dérives des fraternités, ça touche à l'hypersexualisation des jeunes filles dès l'adolescence, ça touche au fait qu'on silence beaucoup les jeunes femmes et qu'on a tendance à croire les hommes plus facilement. Et voilà, pour vous parler de l'intrigue, donc dans celui-ci on y suit le personnage de Nora qui est une jeune lycéenne qui va en soirée dans une fête foraine et en fait on va mettre de la drogue quelque part, on ne sait pas si c'est dans sa boisson, si elle s'est fait piquer ou quoi que ce soit, juste elle va être droguée et on va la retrouver inconsciente sur un terrain de golf. On lui a enlevé une partie de ses sous-vêtements, elle n'a pas été agressée mais ça s'apprêtait à être le cas et elle va découvrir sur son corps le chiffre 9. De là elle va décider avec ses amis d'essayer de mener l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé et surtout ce que signifie ce chiffre qu'on retrouve de plus en plus sur le corps des jeunes filles. Et voilà, c'est un livre qui est très intéressant parce que très engagé, il aborde aussi notamment pourquoi est-ce que certaines victimes choisissent de se taire, donc voilà, et ça l'aborde auprès d'un public plus jeune. Toujours dans le cadre d'un partenariat avec une maison d'édition, j'avais reçu La folle destinée des Kerdelec de Aurore Drécourt, que j'ai beaucoup aimé, donc avec les éditions Calmant Lévy. Je l'avais reçu pour organiser une lecture commune et vraiment je l'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs les gens qui l'ont lu ont l'air de l'avoir apprécié aussi. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais au final j'ai été vraiment convaincue. On y suit donc le personnage de Sophie, qui est la fille cadette du baron Kerdelec et dont le monde va s'écrouler, puisque ils sont un peu, on va dire, pas très bien financièrement et ils vont avoir l'opportunité d'avoir un héritage qui pourrait tout changer pour eux, surtout qu'ils sont nombreux dans cette fratrie. Et le soir du bal où tout allait changer, eh bien le document qui allait leur permettre d'avoir cet héritage va disparaître avec le frère de Sophie et tellement choqué par les événements, son père va faire une attaque. Et donc, que va faire Sophie? Eh bien, elle va décider de se faire passer pour son frère jumeau qui a disparu, mais qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et donc, grimée en homme, eh bien, elle va décider d'essayer de résoudre le mystère de la disparition de ce document pour sauver sa famille. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un livre, bien évidemment, alors fiction historique, mais aussi engagé et féministe, puisque ça nous montre cette jeune femme qui, malgré la condition assez basse qu'elle a dans la société à l'époque, va essayer de tout faire pour protéger sa famille, même si ce rôle n'est pas le sien normalement. Et voilà, c'est un livre qui est relativement gros, hein, il fait 520 pages, mais j'ai trouvé que ça se lisait assez facilement. J'ai aussi aimé la romance, le triangle amoureux m'a pas dérangé et je suis restée un peu sur ma faim en termes de romance, donc j'ai quand même hâte de lire la suite, le tome 2 qui est déjà sorti d'ailleurs. Mais voilà, si c'est le genre de roman que vous aimez, les fictions historiques dans ce genre, foncez. Ensuite, j'ai lu l'adaptation en BD de Petit Pays de donc Savoya, Sowa et Faye. Vraiment, j'aime beaucoup cette histoire. Alors même si c'est, je sais pas si on peut dire ça de cette histoire, mais c'est une intrigue et un récit que je trouve extrêmement puissant. Je l'avais lu en roman quand il était sorti sous ce format-là et vraiment je trouve que cette adaptation-là est peut-être même encore plus puissante parce qu'on a les images qui viennent appuyer encore plus les mots. Je vous avoue avoir versé quelques larmes parce qu'en plus c'est un récit qui s'inscrit fortement dans l'actualité, puisque là ça parle du génocide rwandais et en plus tout ça vu à travers le point de vue d'un enfant. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu mais que c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous informer sur ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans certains pays, je pense que c'est vraiment une lecture à choisir et je trouve que le style de dessin est vraiment très parlant, puis on y suit un personnage principal qui est très attachant et donc ça rend le récit encore plus poignant. Ensuite, j'ai mis celui-ci assez haut dans la liste, malgré le fait que je ne l'ai pas trop apprécié, tout simplement parce que je sais que je relirai d'autres livres de Holly Jackson, même si celui-ci ne l'a pas trop fait pour moi. J'avais beaucoup aimé de cet auteur Meurtre en mode d'emploi, donc A Good Girl's Guide to Murder, mais alors celui-ci, je vous avoue que ça l'a pas trop fait, et pourtant je l'ai écouté en audio, ce qui normalement me permet de mieux apprécier les livres, parce que je trouve que tout est toujours plus fluide, entre guillemets, en audio, si le narrateur est vraiment bien, mais vraiment, dans celui-ci, je suis passée à côté. Pour vous parler de l'intrigue, on y suit 5 amis qui partent en road trip pour rejoindre le lieu de leur spring break. Et voilà, ils sont 5, sauf qu'ils vont être surpris par des coups de feu qui vont rendre immobile le camping-car, la caravane dans laquelle ils sont. Ils se retrouvent au milieu de la forêt entourés par un ou plusieurs snipers qui va leur demander de révéler un secret. Il va dire, il y a un de vous qui a un secret que je veux, donc maintenant vous allez vous concerter, voir quel est ce secret et me le donner, sinon vous ne passerez pas la nuit. Donc ça se passe sur la durée en fait de 8 heures et voilà, on va vite se rendre compte que tout le monde a un secret, personne ne sait si c'est le secret qui est demandé par le sniper. Donc j'ai aimé cette ambiance-là, j'ai aimé l'ambiance de huis clos. Je trouve que en termes d'ambiance,
Holly Jackson arrive vraiment bien à faire quelque chose, mais là où elle avait réussi avec Meurtre mode d'emploi à me captiver aussi avec les personnages et les retournements de situation, ça n'a pas été le cas pour celui-ci. Je me suis attachée à aucun personnage et il y en a même certains, un notamment qui pour moi ne sert absolument à rien, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça n'aurait rien changé. Le plot twist et le secret, entre guillemets, sont vraiment très prévisibles, je trouve. Dès les premières pages, on peut facilement se douter que c'est ça. Donc j'ai trouvé ça dommage. Et puis voilà, j'ai pas eu ce côté que j'aime en fait avec les thrillers, d'être happée dans l'intrigue et d'avoir envie de savoir ce qui se passe, parce que dès le début, je me suis dit, ok, je pense que c'est ça, il n'y a pas vraiment de suspense. Et voilà, du coup, j'ai été assez déçue. Moi qui n'avais pas aimé, quand j'avais tenté de le lire en roman, Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, eh bien je pense que le format graphique m'a permis de beaucoup plus apprécier l'histoire. C'est adapté par Célina Fren et illustré par Gabriella Cianello. Et c'est la première partie du volume 1, je crois que ça va être coupé en 2. Et voilà, j'avais pas trop réussi à rentrer dans l'intrigue quand je l'avais lu au format papier. Enfin, papier, au format roman, mais j'avoue que le roman graphique, même si à la base j'étais pas fan des dessins, j'ai commencé à vraiment les apprécier au fil de l'intrigue et surtout à beaucoup plus apprécier les différents personnages. Je sais pas, je pense que ça m'a aidé à visualiser l'intrigue et de voir aussi les personnages dessinés, peut-être à plus les apprécier et à mieux me lier à eux. Donc non, vraiment j'ai bien aimé et j'ai très envie d'avoir la suite. Peut-être que quand j'aurai fini la deuxième partie du volume 1, ça me donnera envie de lire le tome 2 au format roman. Pour ce qui est du résumé, on y suit donc le personnage de Sophie Foster, qui est une jeune fille dotée d'étranges pouvoirs magiques qu'elle ne maîtrise pas vraiment. Quand elle va découvrir qu'elle est une elfe, c'est tout un monde fantastique, peuplé de créatures toutes plus étonnantes les unes que les autres, qui s'offrent à elle, celle des cités perdues. Voilà, et franchement, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Après, on retourne en mythologie grecque avec Dans les yeux de Méduse de Natalie Hines, qui est une autrice que j'avais bien aimée aussi en lisant A Thousand Ships il y a quelques mois, un an, je ne sais plus. Bref, on s'en fiche un peu. Et c'est donc une réécriture du mythe de Méduse qui vient nous raconter d'un point de vue, alors j'ai envie de dire un peu plus féministe, mais tout simplement qui vient raconter l'histoire de Méduse de son propre point de vue, ce qui veut dire plus en tant que victime qu'en tant que monstre. Et ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est qu'on va aussi nous montrer tous les points de vue en fait des personnages qui sont intervenus de près ou de loin dans ce qui lui est arrivé et dans ce qui va lui arriver ensuite. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ce qu'elle avait fait aussi dans A Thousand Ships, avec le fait de donner plein de points de vue qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur l'histoire et sur tous les différents acteurs de cette histoire. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Et puis voilà, le mythe de Méduse, c'est un mythe que j'aime tout particulièrement parce que ça montre que selon le point de vue qu'on prend pour aborder l'histoire, c'est totalement différent selon la perspective. Et voilà, j'ai beaucoup aimé encore une fois celui-ci. Si vous aimez la mythologie grecque et que vous aimez le mythe de Méduse, je pense que ça vous plaira. Si vous m'aviez dit que j'aimerais autant une dark romance, je vous aurais pas cru, mais j'ai vraiment apprécié à ma propre surprise Butcher and Blackbird de Brynne Weaver. Je pensais vraiment pas, je me suis lancée dedans en me disant je tente, on verra, surtout que j'avais vu des avis de booktubeuses que je suis avec qui j'ai des goûts assez similaires qui étaient assez négatifs, mais j'avoue qu'en fait je pense que y être allé sans prise de tête et vraiment sans préjugés a fait que j'ai plus apprécié que si j'avais mis la barre trop haut, entre guillemets. Alors, il faut se lancer dedans en lisant tous les trigger warnings. Il y a une flopée, une page entière de trigger warnings, donc vraiment faites très attention, puisque à la base c'est quand même une romance entre deux tueurs en série. Alors certes des tueurs en série avec des motivations plutôt louables, puisqu'ils ne tuent que des méchants entre guillemets. Ils vont cibler leurs victimes et prendre que des gens qui font du mal, généralement des tueurs en série, notamment qui s'en prennent à des enfants. Et ils vont, en fait, quand ils vont se rencontrer, les deux, la Butcher and Blackbird, se lancer dans une petite compétition et se dire, viens, chaque année, on se fait une compétition entre eux, qui sera capable de tuer en premier notre cible. Et de là va découler une romance entre les deux, puisque dès le début, ils ont une attraction qui est indéniable. J'ai vraiment bien aimé les deux personnages, j'ai aimé leur psychologie, j'ai aimé leur banter, j'ai aimé aussi l'intrigue. Moi, j'aime les thrillers, donc ça m'a pas dérangé tout ce qui est gore et très explicite autour des différents meurtres. Ce qui m'a moins plu, ça va être les scènes de sexe qui sont, comme c'est une dark romance, assez crues. Et voilà, c'est moins mon délire. Il n'empêche que, si vous aimez pas, vous pouvez juste les skipper. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée assez vite ou alors j'ai lu en diagonale. Mais en fait, je m'attendais tellement à être déçue qu'au final, j'ai passé vraiment un bon moment et j'ai hâte de lire la suite puisque, en fait, ça va être une trilogie sur à chaque fois les 3 frères, puisque Butcher est donc le premier frère et il a 2 autres frères qui vont être les personnages principaux des 2 autres livres, donc j'ai vraiment trop hâte. Et puis voilà, j'ai adoré l'alchimie entre les 2 personnages, et j'ai trouvé ça intéressant à chaque fois aussi leur motivation sur pourquoi est-ce qu'ils sont devenus tueurs en série, parce que mine de rien, c'est intéressant de le comprendre.
Ensuite, j'ai lu et adoré Two Twisted Crowns de Rachel Gillig, qui est donc le tome 2 de One Dark Window, qui en français s'appelle Une fenêtre sur les ténèbres. Il me semble qu'il va pas tarder à sortir et j'ai adoré. Je pense même que j'ai préféré ce tome 2 au tome 1, tout simplement parce que j'avais bien aimé déjà la romance dans le tome 1, mais alors la romance du tome 2, elle était vraiment trop bien. J'ai adoré qu'on se focus plus sur ces personnages-là, qu'on avait aperçus dans le tome 1, mais voilà, j'avais envie de plus sur ces personnages et j'ai été très contente. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont l'intrigue s'est développée et dont elle s'est conclue aussi. Je trouve que l'univers de ce livre aussi est absolument incroyable. Alors c'est un peu compliqué de la résumer parce que j'ai toujours peur d'en dire trop, mais en fait on y suit donc un univers de fantasy où ils ont la possibilité d'accéder à certains pouvoirs grâce à des cartes de la Providence qu'il suffit de taper 3 fois et en fonction de la carte qu'on tape, eh bien ça va nous accorder un pouvoir en échange d'une contrepartie. Et en gros la contrepartie de ces cartes, c'est une sorte de brume qui de plus en plus s'infiltre en fait dans le pays et vient infecter les gens pour les rendre malades, les rendre fous et les contaminer entre guillemets. Donc la famille royale essaye de supprimer ces gens-là et on a d'autres personnages qui vont tout simplement essayer de faire en sorte de lutter contre cette brume et de la faire disparaître pour protéger les gens. Et voilà, bon, c'est un petit peu anarchique ce résumé, mais n'hésitez pas à aller lire le résumé qu'il y a derrière le livre si vous voulez un truc un peu moins flou, mais j'ai adoré. Je pense que c'est une de mes duologies fantasy préférées et j'ai beaucoup aimé l'univers un petit peu plus sombre, j'ai aimé la romance, j'ai aimé la relation dans le tome 2 entre je vous dis pas les noms comme ça vous savez pas, entre notre personnage principal et un autre personnage assez énigmatique qu'on avait dans le premier tome. Donc voilà, c'est aussi un livre qui a beaucoup de personnages assez morally grey et c'est ce que j'ai aimé parce que voilà, on sait que c'est des personnages qui ont fait des choses horribles mais qui se remettent en question sur ce qu'ils ont fait et qui expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait aussi. Donc voilà. Dernier roman que j'ai lu ce mois-ci, c'est le tome 2 de Emily Wilde, donc Emily Wilde's Map of Otherlands de Heather Fawcett. J'avais adoré le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2, ça n'a pas été autant un coup de cœur par contre que le premier tome, mais j'ai vraiment beaucoup aimé suivre à nouveau les aventures d'Emily et de Wendell. Pour parler du tome 1, on y suit donc le personnage d'Emily Wilde qui a pour objectif de rédiger sa thèse, et sa thèse, elle veut la centrer autour de la première en fait encyclopédie, elle veut rédiger la première encyclopédie des fairies au monde, donc il va venir répertorier toutes les différentes espèces de fairies, et pour ça elle parcourt un petit peu le globe, et au début du premier tome, eh bien, elle se retrouve dans une contrée un petit peu éloignée, sachant que le problème d'Emily, c'est qu'elle a un gros problème avec les gens, elle est pas très à l'aise avec les gens, elle n'ose pas aller leur parler, voilà, c'est pas une femme qui est très à l'aise avec les autres, elle est mieux à travailler de son côté toute seule sans parler à personne. Et donc pour l'aider, il y a son seul ami, mais qui est aussi son rival académique, Wendell Bumblebee, qui va venir l'aider, parce que lui est très à l'aise, il a ce truc de pouvoir parler directement aux gens et de les mettre à l'aise. Donc voilà, il va venir l'aider, sauf qu'au fur et à mesure, eh bien, ils vont commencer à étudier un peuple de fairies un petit peu plus sombre qui s'appelle les Hidden Ones, et au fil de leur recherche, ils vont se rendre compte, enfin en tout cas Emily va se rendre compte que Wendell peut-être lui cache quelques trucs. Donc voilà, et j'ai vraiment bien aimé aussi ce tome 2 parce qu'il laisse présager quelque chose de très cool pour le tome 3 que je lirai aussi avec grand plaisir. Et enfin en termes de manga, j'en ai eu 3 ce mois-ci. J'ai lu le tome 7 de Kaiju numéro 8 de Naoya Matsumoto. J'aime toujours autant Kaiju numéro 8, vraiment c'est Godzilla mais version un peu plus humoristique et plus d'actualité entre guillemets. Vraiment j'adore notre personnage principal et les différents personnages auxquels on a introduit au fil de la saga. Pour parler du résumé, ça se passe donc je crois au Japon si je me trompe pas, et un peu au fur et à mesure, là ça fait des années qu'il y a des kaiju qui commencent à apparaître, donc les kaiju c'est un peu une sorte de Godzilla, et il y en a de différentes formes, de différentes puissance entre guillemets, et au fur et à mesure des années, eh bien, des kaijus de plus en plus puissants commencent à apparaître. Nous, notre personnage principal, au début, il fait partie de l'équipe de nettoyage, donc l'équipe qui passe après la force spéciale qui a pour objectif de tuer tous les kaijus. Quand eux, ils ont fini, notre personnage principal qui fait partie de l'équipe de nettoyage, il vient un petit peu pour nettoyer, comme son titre l'indique, sauf qu'il va se faire contaminer par un kaiju, il va ingérer un kaiju et devenir le kaiju numéro 8. Et enfin, j'ai presque terminé l'arc de Skypiea de One Piece, qui me reste plus qu'un seul tome à lire, je pense que je vais le lire aujourd'hui. J'ai lu donc le tome 30 et le tome 31, et voilà, ça touche à sa fin, on le sent, il s'est passé plein de choses dans les derniers tomes, j'ai trop aimé, j'ai hâte d'entamer le nouvel arc, j'aime toujours autant, pas grand chose à vous dire sur One Piece à chaque fois, parce que je pense qu'à force vous avez compris de quoi ça parle, mais voilà, j'aime trop, et j'aimerais bien essayer de lire tout un arc le mois prochain, là, je suis peut-être ambitieuse, mais pour essayer de rattraper un petit peu mon retard
voir avec les tomes qui sortent, parce que mine de rien, je crois qu'on en est au 107, il me semble, et moi je suis toujours au 32, donc il va falloir que je passe la seconde. Mais voilà pour tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si vous en avez vu certains que j'ai mentionnés, et puis voilà, à me dire en commentaire si vous avez des idées sur comment est-ce que je pourrais organiser les livres pour vous les présenter dans le prochain bilan lecture. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.